tour, Jean. T'as pas l'air dans ton assiette. Hein? Non, ça va. Tu prépares la prochaine chronique? Ouais. Sur quoi? Bon, grosso modo, une poignée de films bien barrés dans les années 70. Gorge profonde? Non. Non, mais d'une certaine manière, pas loin. On sait quoi le souci? Non mais, c'est pas qu'il y a un souci, mais je suis pas sûr de savoir comment creuser sur celle-là. Hé, on souffle pas! Non mais c'est le coup que j'allais faire de toute manière. Mais t'es sûr d'avoir réfléchi à toutes les manières d'aborder le truc? Ouais, je crois. Mais je sais pas, je bloque un peu, j'arrive pas à me décider. C'est peut-être juste une question de contexte. Mais ouais. Ouais. C'est même tout le sens du truc. Jean, mon pote, t'es peut-être pas au courant, mais t'es un putain de génie. Attends, on est en train de... Faire la scène du discours involontairement inspirant? Ouais, c'est super cliché, mais je m'en fous. D'où Jésus? Pupus, à moi! On part à l'attaque, ma belle. Salut à tous, ici le Fossoyeur, et saviez-vous qu'il est impossible de séparer un film du contexte dans lequel on le voit? Oui, vous le saviez? On enchaîne. Aujourd'hui, avec un simple écran portable, on peut voir les films n'importe où, dans toutes les circonstances possibles et imaginables. C'est bien entendu génial pour assouvir notre soif de cinéma, mais ça peut aussi parfois devenir problématique, tout simplement parce que les conditions de visionnage ont une énorme influence sur notre perception. Prenons par exemple Jerry de Gus Van Sant. Mais oui, vous savez, ce film hallucinogène où Matt Damon et Casey Affleck marchent dans le désert en regardant leur pompe pendant 1h30. Je l'ai vu en salle à sa sortie, et entre le film et lui-même, l'inconfort des sièges et les réactions électriques des autres spectateurs qui progressivement devenaient de plus en plus exaspérés par la lenteur forcenée du récit, ça a été une véritable mise à l'épreuve. Et le truc, c'est que paradoxalement, ça a complètement donné sens à la démarche expérimentale de Gus Van Sant, qui consistait à dilater la narration pour plonger le public dans la même perte de repère que ses personnages. Voir Jerry dans ce contexte s'est donc avéré idéal et a clairement influencé ma perception dans le bon sens, puisque j'ai pu intégrer sensoriellement toute la portée du film. Résultat, c'était un moment tout sauf évident sur le coup, mais rétrospectivement, Jerry est devenu l'une de mes expériences de cinéma les plus intenses et mémorables. Là, vous vous demandez probablement, ok, c'est cool tout ça, mais où est-ce qu'il va en venir le larron? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il aime autant utiliser le mot larron? C'est un mot qui claque, voilà. Mais tout ceci était en fait une habile manigance pour vous parler du sujet du jour, un sujet qui illustre parfaitement ce rapport entre les films et leur contexte de visionnage. Les Midnight Movies. On va pas se mentir, cette transition était aussi fluide qu'une mode de beurre qui se merve sur une écharpe en soie. Alors les Midnight Movies, qu'est-ce que? Eh bien cette appellation signifie très littéralement film de minuit et désigne des œuvres atypiques dont l'histoire remonte à assez loin. Déjà, dans les années 30, certains films d'exploitation bizarroïde se retrouvent projetés aux séances de minuit dans certains cinémas, mais il faut attendre les années 50 pour que ce soit la télévision qui commence à développer le concept. À cette époque, les Midnight Movies sont surtout les films fauchés qui se retrouvent programmés discrètement au milieu de la nuit sur les chaînes de télévision locales aux États-Unis. Mais ici, ce n'est bien entendu pas ça qui va nous intéresser. Les Midnight Movies dont je veux vous parler, ils correspondent aux années 70, une décennie durant laquelle ils sont devenus un phénomène cinématographique tellement marquant que leur impact continue encore aujourd'hui à se faire ressentir. Et pour vous expliquer tout ça, un petit flashback s'impose, un flashback sur l'automne 1970 plus précisément. Donc activez le convecteur temporel, on est parti. Pendant cette période, un bonhomme un peu étrange du nom d'Alejandro Jodorowsky arpente les États-Unis avec un film non moins étrange sous le bras, El Topo. Jodorowsky, c'est un artiste chilien exilé, mais surtout un touche-à-tout de génie, à la fois homme de théâtre, mime, poète, ésotériste, scénariste et réalisateur. Le mec énervant, quoi. Et l'ami Jodo vient de réaliser ce film totalement hors norme, une sorte de western mystique qui raconte comment un pistolero entreprend de tuer les 4 grands maîtres du désert. El Topo, c'est un trip métaphysique à la fois contemplatif et ultra-violent, le récit sans concession d'une quête initiatique qui déconstruit complètement les codes du genre, et plus particulièrement ceux du western spaghetti, puisque Jodorowsky y insuffle des éléments a priori extérieurs au mythe de l'Ouest, comme par exemple la thématique de la quête spirituelle ou encore une imagerie ouvertement inspirée de l'art surréaliste. Tu la sens ma grosse déconstruction? Encore aujourd'hui, El Topo fait figure d'ovni, alors autant vous dire qu'en 1970, c'est du pur what the fuck en barre. Jodorowsky a fait El Topo au Mexique, mais il tient à lui donner une visibilité internationale. En toute logique, il part donc à la rencontre des grands distributeurs américains. Pour leur faire le... topo. Mais face au film, tous se mettent à faire du ping-pong avec leur globe oculaire et Jodorowsky doit se rendre à l'évidence. El Topo est trop barré et personne ne sait comment le vendre. Pendant un temps, le film se retrouve donc cantonné à une exploitation assez confidentielle. Mais un beau jour, Ben Barenholtz, qui est alors le gérant du cinéma Elgin à New York, émet une idée a priori anodine. Programmer El Topo dans son cinéma en séance de minuit sans aucune publicité. Et là, un truc incroyable se produit. Ivresse du suspense.
Le bouche à oreille fonctionne tellement bien qu'en très peu de temps, les séances se mettent à afficher systématiquement complet. La contre-culture de l'époque s'empare d'El Topo et en fait un énorme phénomène, le film à voir à tout prix. Minuit devient un véritable cri de ralliement et les séances au Elgin, qui sont à chaque fois un joyeux bordel enfumé, commencent même à voir débouler des spectateurs de renom, depuis John Lennon jusqu'à Dennis Hopper en passant par la clique d'Andy Warhol. C'est donc ça le coup de chapeau de la séance de minuit. Grâce à un horaire de diffusion improbable, créer un effet boule de neige et ainsi transformer El Topo, ni plus ni moins, en messe alternative. Dans l'histoire des Midnight Movies, El Topo est donc le tout premier film à avoir un impact à grande échelle. Et qu'est-ce qu'on fait quand un truc a du succès? On veut du rab. Et quand on réfléchit au fait que rab, ça veut dire en plus, mais que c'est aussi l'acronyme de rien à branler, eh ben ça donne un aparté sans aucun intérêt. De rien. Dans la foulée d'El Topo, tout le monde se met en quête du prochain Midnight Movie à succès. Le phénomène a commencé à New York, mais dans l'ambiance électrique des années 70 où tout est culturellement et socialement en ébullition, il s'empare rapidement de tout le pays, et de plus en plus d'exploitants de salles se mettent à programmer toutes sortes d'œuvres barrées en séance de minuit. Alors bien entendu, tous les films en question ne sont pas forcément récents, et certains profitent de cette vague pour remettre au goût du jour des œuvres comme le mythique Freaks de Todd Browning, qui date de 1932, ou encore Reefer Madness, un film de propagande anti-cannabis de 1936 qui est outrageusement surjoué, et que les spectateurs des séances de minuit se mettent à regarder avec une ironie amusée. Le cannabis. Mais globalement, les films qui vont réellement compter dans cette vague sont à l'époque des œuvres nouvelles. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Des Midnight Movies emblématiques qui sont devenus des phénomènes au même titre qu'El Topo, en fait on peut en compter 6. Tous n'ont pas eu le même succès de fréquentation, mais chacun, à sa manière, est une œuvre contre-culturelle sévèrement burnée, qui grâce à l'étincelle des séances de minuit, a marqué à la fois son époque et le paysage cinématographique. En voici la liste. Bon, le premier Midnight Movie, c'est El Topo en 1970, comme on l'a vu. Ensuite, en 1972, débarque Pink Flamingos, l'œuvre emblématique du pape du mauvais goût John Waters. Une comédie extrêmement trash qui a donné de gros spasmes d'angoisse aux instances de censure en repoussant joyeusement et en mode bulldozer les limites de ce qui est montrable à l'écran. Ce qui, je ne vous le cache pas, implique une certaine quantité de caca fumant ainsi qu'une obèse morbide qui fait une fixette sur les œufs dans un parc d'enfants. Angoisse. En 1973, c'est au tour d'un film jamaïcain d'être propulsé par les séances de minuit. The Harder They Come de Perry Henzell, superbement traduit dans nos contrées par tout de suite, le récit de l'ascension et des déconvenues d'un chanteur de reggae interprété par le tout jeuneau Jimmy Cliff. Sa bande originale connaîtra d'ailleurs un succès tout aussi retentissant et contribuera largement à la popularisation du reggae aux États-Unis. Un film jamaïcain qui fait un tabac. Je sens que je suis en train de passer à côté d'un jeu de mots moisi. En 1975 apparaît le quatrième Midnight Movie majeur, The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman, qui est basé sur la comédie musicale rock et déjantée du même nom. Gavé de refrains entêtants à tous les coins de pellicule, c'est un film explosif qui rend un hommage hilarant au cinéma bis et offre au passage à Susan Sarandon l'un de ses premiers rôles marquants au cinéma. Enfin, il est communément admis que le film qui a clôturé tout ce phénomène est Eraserhead de David Lynch, sorti en 1977. Un film expérimental, cauchemardesque, grinçant, surréaliste et suintant, qui reste encore aujourd'hui l'une des œuvres les plus déstabilisantes de l'histoire du cinéma. Oui, soyez assurés que je pèse chacun de mes mots au gramme près. Et pourquoi ce film constitue le dernier Midnight Movie de cette période, on va y revenir un peu plus tard. Mais là, spectateur pointilleux, tu te dis « Gars, t'as cité 5 films alors que t'as dit qu'il y en avait 6 !» Bravo, spectateur pointilleux, tu sais compter. C'est parce qu'il y en a un qui est un cas un peu particulier, La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Il est sorti en 1968 en exploitation classique, donc avant la vague des Midnight Movies, mais c'est une fois programmé aux séances de minuit à partir de 1971 qu'il a pu prendre sa pleine mesure, notamment à travers son sous-texte politique. La Nuit des Morts Vivants, c'est donc un peu comme le mec qui arrive trop tôt à une soirée, forcément bourré un peu trop vite pour comprendre ce qui se passe, mais capable de reprendre le fil en cours de route. They're coming to get you, Barbara. Bon, ces quelques repères étant posés, le but de cette chronique n'est pas de vous refaire toute l'histoire détaillée des Midnight Movies. Pour ça, il existe déjà des ouvrages et documentaires très complets. Non, le but ici, ça va plutôt consister à comprendre ce que représentent les Midnight Movies, ce qu'ils disent sur notre manière de voir les films. Et pour ça, il faut commencer par comprendre pourquoi ces œuvres ont été regroupées sous une même bannière, alors qu'à la base, elles sont très différentes les unes des autres, que ce soit au niveau de leur genre, de leur style de réalisation ou de leurs propos. Bien sûr, les Midnight Movies possédaient tous une volonté de secouer leur époque, mais ça ne suffit pas à créer objectivement une mouvance commune. Par exemple, on a souvent tendance à penser que ces films dégagent tous le même degré d'originalité qu'un El Topo, mais prenons The Harder They Come. C'est un film engagé, mais il est tout sauf novateur en tant qu'objet filmique, il est même très en phase avec les canons de mise en scène grand public de l'époque. Pareil pour le Rocky Horror Picture Show, bien sûr c'est un film très farfelu et son discours sur l'ouverture des mœurs sexuelles est assez osé, mais ça n'empêche pas que formellement ça reste une comédie musicale ultra classique. Quant aux Midnight Movies plus déstabilisants, chacun possède des partis pris créatifs qui n'appartiennent qu'à lui, que ce soit dans l'abstraction austère et esthétisée d'Eraserhead, le cachet crasseux et volontairement amateur de Pink Flamingos, ou encore l'expérience El Topo qui est l'équivalent d'un saut à pieds joints et sous acide dans une carte de tarot. Donc par-delà ces différences parfois radicales, qu'est-ce qui a pu réunir ces films? Eh bien chers amis, ça tient en 2 mots, le contexte. Oh, ça y est, je comprends le début de la chronique.
Déjà celui de l'époque bien entendu, qui est très contestataire et désabusé de l'échec du flower power des années 60, et qui est donc très avide d'œuvres sans concession qui mettent le système à l'épreuve. Et à ce niveau, les Midnight Movies s'en donnent à cœur joie, en défonçant allègrement à la fois les bonnes mœurs, mais aussi le fonctionnement de l'industrie du cinéma, puisqu'en restant parfois à l'affiche pendant des années entières avec un même niveau de succès, ils remettent complètement en question le rythme classique de distribution. Mais ce qui a réuni les Midnight Movies, c'est aussi le contexte de visionnage, celui dont je parlais un peu avant. Tout le phénomène est parti de ce modeste coup de poker qu'était la programmation en séance de minuit. Voir les films dans ces circonstances leur a donné une aura particulière et a littéralement transformé le regard du public. Les Midnight Movies montrent donc avant tout que l'identité d'un film ne se cantonne pas à ses propres frontières, elle s'étend à la manière dont le film est vu. Ce n'est pas pour rien que certains réalisateurs, comme William Friedkin à la sortie de L'Exorciste, se sont retrouvés à harceler toutes les salles de cinéma qui diffusaient leur œuvre pour s'assurer que les conditions techniques optimales étaient respectées. La mise en contexte n'est pas un simple gimmick ou un confort de visionnage, c'est un véritable outil de construction du sens. Et si les Midnight Movies ont pu atteindre un tel impact, c'est précisément parce que dans ce contexte particulier, les spectateurs leur ont construit un sens commun, ce qui leur a permis, au nez et à la barbe du système conventionnel, de brouiller les frontières de l'underground comme jamais. Bon, ces films ne sont pas non plus devenus grand public, ça reste le type d'œuvre qui contient un cunilingus sur fruits exotiques. Oui. Mais ils se sont en tout cas taillés une place à part dans le champ de vision du mainstream, ce qui, il faut bien le reconnaître, est déjà une sacrée putain de prouesse en soi. Morale, des œuvres spéciales demandent des circonstances spéciales. Et le plus révélateur est que lorsqu'El Topo a été programmé en journée dans le circuit classique pour surfer sur son succès, cette exploitation a fait un bon gros bide bien sale. Le nouveau contexte faisait perdre au film une bonne partie de son parfum de subversion, et le public l'a tout simplement rejeté. Selon lui, El Topo devait rester une œuvre alternative à tous les sens du terme. Il y a un côté très arbitraire à tout ça, et c'est justement le revers de la médaille. Le contexte peut être un outil incroyable, mais aussi parfois un outil incroyablement injuste. Les Midnight Movies qui sont entrés dans l'histoire méritaient d'y trôner pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais pour quelques succès éclatants, combien d'autres films et créateurs incroyables sont restés dans l'ombre ? Notamment Kenneth Anger, un réalisateur emblématique de la contre-culture américaine, que des types comme David Lynch ou John Waters ont longtemps cité comme une énorme influence. Anger, c'est pas classe comme nom ça ? Le mec c'est un ponte du cinéma underground et il s'appelle Colère. Pas besoin de faire le film, le mec déjà avec son nom il te pose les couilles sur le front. Ça tourne encore. Ah. Kenneth Anger a majoritairement réalisé des courts-métrages, mais ça n'explique pas pour autant son absence de la vague des Midnight Movies, puisque les courts-métrages étaient souvent programmés en séance de minuit. Bon, faut avouer que le mec sentait aussi le soufre à 3 bornes à la ronde, puisqu'il entretenait plus ou moins indirectement des rapports avec la sphère de Charles Manson, et qu'il était un adepte reconnu de l'occultiste Aleister Crowley. Mais ça n'explique rien non plus, puisque la recherche de la transgression était au cœur des Midnight Movies. Non, ce que tout ça nous montre, c'est une évidence étrangement assez souvent oubliée. Que ce soit dans les sphères grand public ou underground, le destin des films reste soumis à un hasard parfois cruel. Anger et d'autres gus auraient peut-être eu leur chance si le phénomène avait continué, mais ça n'a pas été le cas, puisque les Midnight Movies ont pris fin après la sortie du Razorhead en 1977. Et là, la question à peu près logique, pourquoi ? Bravo coquin, tu suis. Eh bien tout simplement parce que la diffusion télévisuelle a évolué et que le format VHS est apparu, ce qui a rendu possible l'enregistrement des films pour que chacun puisse en disposer à volonté dans son coin. Résultat, le visionnage s'est individualisé. Et quand tout le monde peut faire des séances de minuit dans son coin, c'est tout l'impact social des Midnight Movies qui se fait la malle. C'est donc dans cette inéluctable transition vers les années 80 que le phénomène s'est évaporé. Les temps changent, ma bonne dame. Parfois, ils émettent un pchit sans conviction au passage. Les salauds. Et aujourd'hui, quel est donc l'héritage de ces films ? En plus d'une poignée de séquences iconiques comme celle-là, ou encore celle-là, les Midnight Movies ont avant tout laissé un esprit, une manière décomplexée d'aborder la création et de repousser les limites de la liberté d'expression. Bien entendu, les mœurs changent d'une période à une autre, et il n'est donc pas surprenant que ces films soient considérés comme un peu moins subversifs aujourd'hui. Quoique. Mais leur force de frappe initiale a inspiré depuis énormément de réalisateurs. Parmi ces enfants spirituels, je citerai 2 noms en particulier. Tout d'abord, Richard Kelly, notamment avec les chefs-d'œuvre que sont Donnie Darko et Southland Tales. 2 claques métaphysiques et l'ambiance absolument unique, complètement en décalage avec les tendances de leur époque, qui ont réussi à associer une esthétique assez grand public avec des partis pris narratifs ultra pointus et profonds. Calcul du quotient Midnight Movie 1000. Et comme autre fils spirituel, je citerai le japonais Shinya Tsukamoto. Là, pas besoin de s'étendre outre mesure, regardez simplement Tetsuo premier du nom, sorti en 1989. Ce film, c'est ni plus ni moins la version cyberpunk du Razorhead. Calcul du quotient Midnight Movie 2000. Bon, honnêtement, je crois aussi que le facteur nostalgie joue pas mal dans le fait que les Midnight Movies sont devenus aussi mythiques. Quelque part, au-delà des films eux-mêmes, on a une nette tendance à idéaliser cette période, où il semblait plus facile de faire bouger les choses. Même ton boule. Un peu avant, j'ai dit que l'aspect social des Midnight Movies a depuis largement diminué, mais pour autant, il n'a pas totalement disparu. Aujourd'hui, un certain nombre d'initiatives ponctuelles s'organisent pour recréer des expériences de cinéma à la fois festives et alternatives, même si elles restent généralement d'ampleur assez modeste.
Mais à plus grande échelle, on a le cas génialement improbable du Rocky Horror Picture Show, qui continue, encore à ce jour, à être une véritable attraction. Régulièrement, des diffusions publiques du film s'organisent un peu partout dans le monde, et ces séances, c'est de la folie pure. Elles font quasi systématiquement salle comble, et voient affluer aussi bien des curieux que des fans surexcités. Tout ce beau monde hurle, rit, se déguise, s'envoie des vannes et récite les répliques cultes du film juste avant qu'elles ne soient prononcées à l'écran. Bien sûr, le cas de ces séances reste exceptionnel, et il peut même sembler presque anachronique, mais bordel, il fait sacrément plaisir. Et force est de constater que le phénomène persistant du Rocky Horror Picture Show est probablement ce qui se rapproche le plus, actuellement, de l'ambiance survoltée des séances de minuit dans les années 70. Bel hommage, les gars! Chers amis, il est maintenant temps de conclure. Sniff. Musique. Malgré son côté assez court dans l'histoire du cinéma, le phénomène des Midnight Movies continue encore aujourd'hui à nous montrer une chose assez universelle, l'importance du contexte de visionnage. Les films ne sont pas des entités indépendantes qui évoluent en autarcie, ils font partie du monde et leur rôle est d'entrer en interaction avec ce monde. En choisissant une manière de voir un film, on choisit donc, d'une certaine manière, une partie du sens qu'on va lui donner. Car il ne suffit pas de regarder une œuvre n'importe comment pour en faire réellement l'expérience. Et à trop négliger le contexte, on peut passer à côté de sacrées belles choses. Chers Midnight Movies, merci de nous le rappeler. Vraiment, merci.